qu'on amorce cette promenade qui s'appelle, comme vous l'avez tous lu je crois, Les mots et le paysage. Alors l'idée de cette promenade, c'était de travailler sur le lien qui nous rattache à la terre où on vit, où on habite, même si on n'y habite pas directement, mais l'idée c'est d'aborder cette question. Ce lien à la terre, il passe souvent, on en a conscience par ce qu'on mange. Là, il y a un petit potager, donc les légumes, ce qu'on produit, ce qui vient de la terre, nous y relie directement. Mais il y a d'autres éléments qui nous relient à la terre, et par exemple les mots et le langage. Et c'est plutôt ce fil-là qu'on va tirer ce matin dans le cadre de cette promenade. Et les mots autour desquels on va se promener, justement, ce sont les noms des lieux, les lieux-dits, qu'on appelle savamment les toponymes. Et donc on va suivre les toponymes que nous allons croiser. Et Frédéric Figeac, que je vous présente, qui est ici. Merci Frédéric. Avec plaisir. Qui connaît bien la langue, qui connaît bien aussi la langue occitane et qui connaît bien l'histoire de la langue, va partager avec nous des hypothèses sur ce que signifient les lieux-dits que nous allons croiser. Voilà. Des hypothèses et des rêveries aussi, parce que voilà, c'est toujours... enfin, moi, ce que je vais essayer de partager avec vous, c'est ça. C'est-à-dire que bon, il y a une curiosité, il y a donc après une volonté d'avoir quelques éléments scientifiques, on va dire ça quand même comme ça, mais pour moi, il ne faut jamais que ça empêche de rebondir vers des ailleurs, quoi. C'est-à-dire que c'est pas simplement de savoir ce que ça voulait dire, mais c'est ce que ça évoque, le lien. Un peu, si vous voulez, si je devais faire une comparaison, quand on regarde les étoiles, on est tous accoutumés à entendre parler de constellations, on les cherche, Bon, il faut savoir que ces étoiles-là, elles ne sont pas sur le même plan, c'est des constructions mentales. Ça n'empêche que c'est très beau et ça a permis d'y projeter des siècles de légendes, d'histoires, et ça nourrit d'autres curiosités, y compris des curiosités scientifiques. Ben, le paysage, c'est un peu ça, ce sur quoi on va cheminer, quoi. Voilà. Et tu parlais tout à l'heure du jardin. Le lien, ça sera le lien de toute façon à la nature, parce que il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui est passé dans le département aussi. D'ailleurs, il a une école à son nom à Agen, on ne sait pas trop pourquoi. C'est un grand bonhomme qui s'appelle Élisée Reclus et qui disait que l'homme, c'est la nature qui prend conscience d'elle-même. Voilà, ce qu'on va essayer de faire à un petit niveau, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on en fait partie de cette nature, et ce que l'on va voir, c'est des choses un peu fossilisées ou cristallisées du rapport que les hommes ont eu au cours des temps avec ce paysage. Aussi bien que de le transformer, aussi bien de défricher que d'y mettre telle ou telle culture, de détourner un ruisseau. Ces mots-là, ça marque un rapport, une sorte de manière de faire, comment dire, de renouveler un pacte régulièrement avec l'endroit dans lequel on vit. Moyennant quoi, on n'est pas si loin de certaines civilisations animistes. Voilà. Merci pour ces précisions. Alors le premier lieu-dit, voilà. Sur lequel on se trouve, le panneau se trouve juste derrière toi justement, ouais. C'est Génibred. La plupart, sinon tous, je pense, sur la balade des mots qu'on va rencontrer, parce que ce sont des mots, comme d'ailleurs dans notre région et au sens large, entre les Alpes et les Pyrénées et de l'océan Atlantique jusqu'à la Méditerranée, le fond, il est occitan. Pendant presque un millénaire, on a parlé cette langue. Et en tout cas, les noms de lieux que vous avez là, je vous donne un exemple. Je n'ai pas travaillé sur le coin, mais j'ai travaillé sur du micro-toponyme sur Moissac, qui n'est pas loin. Vous avez presque 70% des noms existants encore au début du 21e qui étaient fixés au 14e siècle. Ça vous donne une idée du fait que ce n'est pas par écrit, c'est par oral. Tout ça, nous on le voit, on voit ces panneaux, on voit Génibred, Tsénibred, on le voit comme ça, on l'a écrit, on l'a transcrit, mais ça n'a pas été transcrit tel que la langue l'aurait transcrit, quoi. Et donc en fait, il faut déjà une curiosité vis-à-vis de cette langue, parce que sinon, ça n'empêche pas d'inventer des histoires, hein. Même avec le français, quand on a l'impression que ça se rapproche, c'est toujours une envie, une curiosité. Là, ça fait référence au genièvre, alors Tsinebre, mais qui devient Tsenibre.
La langue occitane, elle aime bien changer des voyelles de place ou des consonnes. Et ça désigne un endroit, alors là, vous pouvez le chercher, il n'y est plus, hein, c'est Genièvre maintenant. Par contre, là où c'est intéressant, et c'est toujours comme ça, enfin c'est beaucoup comme ça un nom de lieu, c'est pas que le nom. Il y a une église isolée, on va dire. C'est vrai qu'on est en zone de peuplement dans notre région très avant qu'il y ait des chefs-lieux vraiment avec une mairie ou qu'il y ait un petit village, c'était une des zones d'habitat dispersées les plus importantes en France, le pays de Serres et le pays au bois. Et donc, il y a l'église comme ça, il y a forcément un sanctuaire, voilà, on a décidé de la mettre là, et Tsenibredd, ça veut dire le genièvre, mais plus loin que ça, ça veut dire un lieu planté de genièvre, on ne laisse pas planter, couvert de genièvre, c'est-à-dire l'équivalent, même chez moi encore en Dordogne, une autre Tsenibredd, c'est un endroit où on ne fait rien, quoi. Il y aura du caillou, il y aura de la mauvaise terre et on y mettra les moutons. Donc ça a aussi, si on remonte plus loin au Moyen-Âge, une idée de... Ça peut être ce qu'on appelle un désert, une friche. Et bon, là on a une église. Donc il se peut qu'il y ait eu quelque chose avant. D'autant que pas loin, on a... alors, il faudrait que je m'oriente exactement. Il y a 2 endroits qui sont intéressants. Il y a la Tres Peiros, voilà, qui est ici, et il y a Peyrolebado, qui est juste, voilà. Pardon, oui. la Tres Peiros, c'est par là. C'est là, et c'est Peyrolebado qui est là, voilà, c'est pour ça que je cherchais. Et là, ça désigne des endroits qui étaient liés soit à un culte ancien, parce que Tres Peiros, en général, c'est pas forcément le mégalithe, hein, ça peut être un endroit où il y a une séparation de territoire. Mais il y a juste en face de la vallée une Peyrolebado. Donc on est dans quelque chose d'ancien et c'est pas souvent les églises elles sont sur un site qui était consacré à un autre culte avant. Alors ici je ne connais pas, apparemment il n'y a pas, j'ai cherché, il n'y a pas de source ni rien, mais souvent ça arrive. Voilà. Donc le genièvre, on va avancer. Allez, allons-y. Ah si, j'ai oublié de dire quelque chose. Moi, je me suis intéressé à cette langue grâce à ma grand-mère et aux gens qui vivaient autour. Et parmi ces gens, il y avait des gens qui n'étaient pas allés à l'école, mais qui étaient des savants véritables, qui lisaient beaucoup. Et c'est un monsieur qui faisait son jardin qui m'a appris que le genièvre, chez les Assyriens, tu chercheras, il m'a dit, c'était un dieu. Et plus tard, ça m'est revenu. Et effectivement, le genièvre, il est associé, alors ce n'est pas ce genièvre qu'on a chez nous ici, c'en est d'autres, mais peu importe, il est associé à un dieu qui s'appelle Nabu chez les Assyriens. Et c'est le dieu des scribes. Pourquoi? Parce que la présence du dieu est dans l'ombre du genièvre. Prenez l'ombre du genièvre, vous avez une ombre cunéiforme. Donc voilà, on va faire un chemin, on va chercher des noms, mais on est sous le patronage du dieu des scribes. C'est pas si mal pour la promenade qu'on fait. Voilà. C'est pas une date de naissance, 1994. Parce que c'est vrai que ça donne des trucs. Alors j'espère que c'est pas trop un calvaire, mais on va faire la deuxième station ici. Donc là, je vais dire le contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai parlé de l'occitan. Et là, on va voir un nom qui se raccroche à des choses très 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 anciennes, bien plus anciennes que la langue occitane. Mais comme un nom de lieu, les hommes qui les ont donnés, donc c'est pour faire pacte avec le territoire, avec le paysage, le comprendre, se mettre dans un réseau de correspondance, on se comprend, c'est ce que ça veut dire. Un nom, quand il était plus compris, il n'y a que nous qui sommes dans une société, on s'en fiche de savoir ce que veulent dire les noms. Un nom, quand il était plus compris, on le réinterprétait. Ou alors il y avait une espèce de dérivation populaire qui faisait qu'il fallait quand même qu'on continue à le comprendre. Donc le nom, là ici, canto, alors en occitan, si je le dis, ça va faire canto merlo. Alors évidemment, canta c'est chanter, merle c'est l'oiseau, donc les gens quand on leur demande oui mais ça veut dire qu'il y a des arbres en plus, il y avait des merles, ils chantaient. Bon, sauf qu'on en trouve dans des endroits complètement rares encore, bon les merles, et puis les gens se sont aperçus qui font des recherches là-dessus que des cantos, il y en a plein, canto perdits, chante perdrix, si on veut le comprendre comme ça, canto grêle, chante grillon, enfin voilà, on pourrait même des canto-loups. Chante-loup, un loup qui chante, on ne l'aurait pas dit même par métaphore à l'époque. En fait, ce sont des mots bien plus anciens. Alors, il y a la partie cant,
que vous retrouvez dans Cantal. Et je vous donne cet exemple parce que ça, on l'a en tête, mais vous allez l'avoir dans plein d'autres noms de lieux. Et ça désigne une base en général rocheuse. Il y a de la roche. Et merlo, ou une hauteur. Pas forcément de la roche au sens strict, ça peut être une éminence, mais souvent une hauteur, elle est basée sur quelque chose de plus solide en dessous. Et merlo, alors Kant, c'est donc un mot. Alors, les gens se disputent, ça ne voudra rien dire, mais enfin, c'est des langues parlées avant l'arrivée des Indo-Européens, c'est ce que l'on dit. Voilà. Par contre, merlo, ça se rattache à des choses connues au niveau indo-européen, c'est-à-dire celte. Et c'est un des mots que l'on connaît en gaulois, margilo, ou je ne sais pas comment ça se prononce exactement, ça désigne une terre un peu avec des cailloutis, une mauvaise terre. Donc de toute façon, le doublé, quand on ne devait plus le comprendre, on y a rajouté déjà merlo. Et il se trouve que même si on ne sait plus ce que ça veut dire quand en occitan, vraiment au sens strict, quand on l'emploie, la merle, des merles, à cause des merles, ça veut dire aussi c'est de la merde, parce que, même si ce n'est pas le sens, mais ça veut dire que c'est une terre voilà, très mauvaise, avec, il peut y avoir des bouts d'argile, il peut y avoir des cailloux, enfin, c'est vraiment quelque chose de très ingrat à l'origine. Et du coup, moi je peux en témoigner, puisque chez moi en Dordogne, ça se dit, un canto merle, c'est un terrain qui vaut rien. Donc ça n'a rien à voir avec faire chanter le merle. Donc le sens sous-jacent est quand même resté, même si on ne comprend plus tout à fait le mot. Et ça, je vais rendre hommage à Yves Boissière. Ici, on va en profiter parce que je me souviens d'une remarque que faisait un monsieur à qui j'avais écouté sa chronique toponymique. Oui, mais il finit toujours en disant « mais c'est pas sûr, il faudrait vérifier ». Peyre, pourquoi j'ai dit Yves. Ah non, pardon, Peyre, parce que je dois aller porter quelque chose à Yves, j'ai fait le lapsus. Bon, et Peyre, donc voilà, qui finissait ses chroniques toponymiques, et le monsieur disait « mais oui, mais il ne sait rien alors, pourquoi il nous parle pendant plusieurs minutes, il ne sait pas ». Il était justement très prudent, des noms de lieux comme ça, il faudrait prendre le temps de voir qu'est-ce qu'il y a eu comme mise en valeur du sol pendant des siècles. Ça, on peut avoir des outils, on peut retrouver des choses. Il faut parler aux gens autour, et il faut connaître aussi, des fois, ça permet de distinguer dans une possibilité d'interprétation, exactement comment ça se dit. Parce que suivant la région où vous êtes, ça ne va pas se dire pareil, ça permet des fois de distinguer entre trois hypothèses qu'on avait. Je peux vous donner des exemples, on n'aura pas d'exemple parlant là, mais voilà, et Peyre était quelqu'un, quand il faisait ce travail de toponymie, de très pointilleux, et qui avait une connaissance alors de la langue dans la région bien plus grande que celle que je n'ai moi. Donc voilà, on va pouvoir aller voir d'autres toponymes. Ceci dit, quand on regarde là, le nom, on se demande, parce que c'est pareil, les noms, des fois ils restent là, mais ils peuvent avoir été donnés à un autre endroit. En fait, il y a une espèce de... Comme maintenant, maintenant, avec la simplification qu'on va avoir, il y a des noms qui vont désigner des endroits qui ne correspondent pas. Donc pour faire des hypothèses sur le terrain, par exemple, et sur la mise en valeur, il faudrait gratter du papier et chercher... Mais c'est vraiment attesté, ça, ce n'est pas des reconstructions... Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a plein de panneaux différents. Et donc, on voit 3 lieux-dits, Charot, Lacoste et Périgot. Et on voit aussi ce nouveau panneau qui s'appelle Chemin de Périgot, qui indique donc Chemin de Périgot. Et si je m'y arrête, c'est que la présence de ce panneau est à l'origine aussi de cette initiative de travailler sur les lieux-dits. Parce qu'en fait, elle est l'expression de cette réforme qui s'appelle la réforme de l'adressage, qui est une réforme nationale et qui a pour but de renommer en fait les noms des lieux en remplaçant les lieux-dits par un numéro et un nom de voie. Donc la voie peut être route, impasse, chemin, etc., etc. Sur la commune de Pauillac, cette nouvelle dénomination va provoquer le fait qu'on va perdre 70% de l'usage des toponymes de la commune. Donc il n'en restera plus que 30. Donc en l'occurrence ici, c'est très éloquent, il y avait Charot, Lacoste et Périgot, et le seul qui reste c'est Périgot, et avec un trouble au niveau de la graphie. Donc, oui. Voilà, donc cette question de la perte des usages des lieux-dits a été un peu le moteur et la chose qui m'a donné envie de travailler cette question. Voilà, parce que ces mots, comme on l'a évoqué depuis le début de cette marche, ils font vraiment le lien avec ce lieu qu'on habite.
Voilà. Alors, on peut continuer parce que poétiquement, on voit bien que Charot, Lacoste et Périgot, qui sont en train de s'effacer, ils sont en face d'une voie sans issue. Et là, on a le nouveau monument qui a été mis dans du ciment. Donc, alors, déjà, Périgot, tu as parlé de la graphie. Ça revient, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vrai que les gens qui ont écrit ces mots-là, ils arrivent bien après le fait qu'on les ait en usage. Et alors, il y avait une écriture quand même, mais je ne vais pas rentrer dans des choses trop longues. L'occitan, c'est toujours écrit, mais c'est même une des langues pour lesquelles il y a les attestations écrites parmi les plus anciennes. On est aux alentours de l'an 1000, dans les premières acceptions où c'est écrit, où on reconnaît de l'occitan au sens strict. Et le problème, c'est que les gens qui après apprenaient à écrire, la plupart, ils avaient été, alors c'est pas forcément des écoles comme maintenant, mais ils avaient été dans une école entre guillemets française, ils avaient appris en graphie française. Donc ils étaient embêtés pour transcrire des accents, des inflexions toniques, parce que c'est ça qu'il y a. Il n'y a pas simplement la prononciation. Le français est une langue plutôt plate en tant que telle, alors que la plupart des langues européennes, elles ont des, voilà, ça monte, ça descend. Même l'anglais, c'est pas forcément les langues latines. Il y a des et les Français, on a du mal avec ça. Donc quand il faisait la graphie, suivant aussi la manière dont le prononçait la personne, parce que la personne pourrait parler occitan, mais être d'une autre région. Donc voilà. C'est pareil pour les noms quand ils venaient déclarer à la naissance, hein. C'est la même chose. Donc on se trouve, de la même manière que pour les noms à la naissance, ben on a des fois, quand on cherche, là j'ai cherché dans l'ancien cadastre, le Périgord, il est écrit comme ça. Donc là, en fait, ils ont quand même fait un essai de retranscrire, parce que celui-là, le Périgot, là, il ne correspond pas à la prononciation ancienne, en tout cas ici. Voilà. Et de même, Charot, dans le cadastre, ça s'écrit avec 2 R. Voilà. Et là, il n'y a qu'un seul R. Voilà, alors j'allais commencer par celui-là. L'exemple que tu donnes, c'est très intéressant, parce que là, il permet de dire que l'hypothèse qu'on a sur Charot, elle est bonne, c'est-à-dire que ça désigne un borborigme, un bruit que fait un peu de l'eau, ou si nous on est en train de faire comme ça, et il n'y a pas loin une source, donc ça désigne très certainement un endroit où l'eau sort. Charuta, chez moi, c'est quand on prend la soupe et qu'on fait comme ça. Voilà, on mange la soupe. Donc c'est un mot qui existe encore et qui s'utilise encore, et il a 2 R. Voilà, ça fait partie du roulement qu'il y a. Voilà, donc ça c'est voilà, un des exemples qu'on sait par... c'est une sorte de... on pourrait dire quoi? Ouais, c'est une image, qu'il y avait une source par son bruit. Alors Lacoste, ça, vous en avez un peu partout. Voilà, il y a une côte. C'est pas bien original. Et alors il y en a qui y tiennent à Lacoste. Ils en auront besoin peut-être pour leur boulot ou pour quelque chose, parce qu'ils ont mis leur petit panneau personnel. Et alors Périgord, alors, vraisemblablement, là je vais faire comme Pierre Boisser dont je parlais tout à l'heure, vraisemblablement c'est fait sur 2 prénoms. Il tourne. Ou sur un nom et un prénom. Dans Périgord, il y a Peire ou Père, et Rigau qui était un prénom médiéval et qui est devenu un nom. Des gens qui s'appellent Rigaud, il y en a. Alors ça peut être un nom composé, vraisemblablement c'est ça. Il pourrait y avoir une autre hypothèse, mais en allant chercher, je n'ai pas eu le temps. Voilà. Ça pourrait être aussi, il y a un mot qui existe, une Peyregal ou une Peyregau. Toujours pareil, c'est un endroit où il y a de la pierraille. Ça se pourrait aussi, même si normalement le Y n'aurait pas, enfin le Peyre n'aurait pas disparu. Voilà. Vraisemblablement, c'est plutôt... Il y a beaucoup de noms de lieux qui sont, on ne va pas prendre des choses très originales, qui sont liés au prénom ou au nom de famille des personnes qui y habitaient. Voilà, ça on va en voir d'autres si je me souviens bien. Et là, vraisemblablement c'est ça. Rien à voir avec quelqu'un m'avait dit, oui, c'est peut-être le chemin du Périgord. J'ai dit non, c'est pas possible parce que les mots, ils évoluent, ils sont transformés dans la bouche des gens qui les parlent, mais ils ne peuvent pas évoluer n'importe comment. Ça serait long à expliquer. Aussi, il y a une logique de la langue qui fait qu'on peut accepter certaines hypothèses et il y en a d'autres non. Périgord, impossible. Okay. Je voulais juste dire une petite chose sur Charot pour conforter ton hypothèse. C'est que Charot, c'est la maison que mes parents ont achetée et ont retapée. Et ma mère nous a toujours raconté qu'il y avait au moins 3 puits
Voilà, autour de la ouais, mais maison. ça, Et elle les a bouchés de peur que ses enfants n'y trouvent un accident. Mais il y avait au moins 3 puits autour de la maison, donc il y avait beaucoup d'eau. voilà. Et alors, ce qui est intéressant, justement, je n'ai pas pensé à le dire, c'est que quand en général ça désigne soit des idées de bouillonnement comme ça, soit des idées des images de quelque chose, mais c'est le bouillonnement, je vais vous donner les exemples après, ça désigne des sources qui, bon, l'eau y est, mais elle peut à certains moments ressortir et de façon, voilà, comme des résurgences un peu. Vous avez des exemples comme ça du côté de là où j'étais inscrit aussi, il y avait un endroit qui s'appelait Ascalels. L'Ucalel, c'est la petite lampe qu'on avait autrefois, quand il y a la lampe à graisse ou à huile, et qu'on a maintenant pour faire joli en cuivre, qu'on met sur les murs, mais qui servait, moi je m'en suis servi encore parce que je n'avais pas l'électricité à la maison de ma grand-mère. Les vaches avaient l'électricité, mais pas à la maison. Et donc ça nous arrivait d'aller dans la chambre voilà, avec l'Ucalel. Et on se dit, mais pourquoi, quel rapport avec l'eau? Sauf que ce terrain-là, c'est pour ça que l'enquête est importante, par les gens qui m'y ont amené, par le maire, il me disait, à certaines saisons, là, sur cet endroit, on a l'eau qui sort comme ça, bloup, bloup, ça fait des petits, comme ça, à plusieurs endroits, comme faisait l'huile du Calel quand elle était en train la mèche était en train de se consumer. Autour, ça pouvait faire des petits bouillonnements. Donc, c'est une métaphore, c'est typiquement une métaphore. On emploie un instrument du feu pour désigner des résurgences d'eau. Voilà. D'accord. Mais on peut poursuivre par ici. Juste un tout petit déplacement Alors, sur ce panneau-là. Bon, croix, bon, ça je ne vais pas expliquer. Si c'était, vous le trouverez des fois dans certains endroits, ils l'ont gardé en occitan. Vous trouvez des endroits croûts ou crux avec un X, ça désigne la croix. Mais des fois, on ne sait pas si c'est la croix, le croisement tout simplement, ou s'il y avait vraiment une croix. Donc ça c'est pareil, il faut chercher. Par contre, cum. Alors voilà un mot dont on sait qu'il est d'origine vraisemblablement celtique, mais qui est compris en occitan. D'ailleurs, les géographes l'ont repris pour désigner des vallées sèches. Chez nous, une eau combe, elle n'est pas forcément sèche, il peut très bien y avoir de l'eau qui coule, mais en géographie française, ça désigne une vallée, ce qu'ils appellent sèche, ou en tout cas où l'eau se disparaît pendant un moment. Mais ça, vous allez le trouver encore nouaille, cum. Vous allez le trouver dans plusieurs régions, d'où le fait qu'on le rattache à une langue celte. Sans qu'on sache trop, parce que c'est possible aussi que les Celtes qui sont arrivés aient repris la langue des gens qui étaient avant. Parce que là-dessus, voilà, on a peu d'éléments. Mais Combo, c'est vraiment Ce matin, quand nous sommes partis de Villeneuve, il y avait le brouillard sur Villeneuve. Et un proverbe, funde cumbo butote à l'ombre. Le brouillard est dans la vallée, va pas travailler au soleil l'après-midi, vous allez voir, mettez-toi à l'ombre. Et funde des pètes, boutoté à liette. Si la fumée, c'est pas la fumée, mais le brouillard est sur le haut du coteau, tu peux te mettre au lit parce que de toute façon, tu feras pas grand-chose, il va pleuvoir ou ça va être un temps assez mauvais. Donc voilà pour Combo. Mais c'est vraiment un nom que vous allez trouver mais absolument partout, souvent avec justement un explicatif. Alors, Rigalou, ça pourrait être Rigal, parce que c'est un nom de famille, ça pourrait être la Combo des Rigal. Mais le diminutif désigne plutôt une rigale, une riale, c'est justement un petit ruisseau qui coule. Je ne sais pas si le mot est encore utilisé dans l'occitan ici, mais dans certaines régions, on parle aussi occitan, le mot est resté. Voilà. Ouais, voilà, une rigole, et une rigale, c'est ça, c'est la même racine que riuset, qu'on retrouve dans ruisseau aussi, c'est des racines latines. Hein, voilà. En tout cas, ça fait référence encore à Charotte, etc. On est quand même dans un endroit où il y a de l'eau qui est pas loin, alors qu'on est sur une... Voilà. Mais la Combo, si on a la Combe, ça y va avec. Il devait y avoir un petit ruisseau qui peut y être de temps en temps, et de temps en temps, au contraire, ça va disparaître. Et alors, parce qu'il y a aussi des choses sur lesquelles je ne peux pas vous répondre, boursicotte, une bourse. Eh ben, c'est une bourse, c'est peut être l'argent, voilà. Mais boursicotte, ça peut être un sobriquet, parce qu'il y en avait beaucoup. Petite bourse, alors pourquoi? Ça... Il y a pas de... Mais ce n'est pas sûr que ce soit forcément ça, parce que burso, bulso ou golso, ça désigne en occitan plus du Périgord, mais l'influence vient jusqu'ici. Un endroit, la golse ou la gorso, c'est un endroit où il y a des arbres qui poussent beaucoup. Donc ça pourrait être aussi une déformation de ça. Donc ben là,
si je n'ai pas le temps de chercher, si on n'a pas le temps de tourner les pages, de vérifier comment c'est écrit. Parce que rien que d'aller regarder dans le cadastre napoléonien, de 1800 et quelques, on voit déjà qu'il est plus fidèle à la prononciation d'ici. Il est magnifique, il est en ligne. Hein. Si vous vous intéressez à votre commune, vous allez sur le site des archives départementales et vous aurez l'atlas, pas l'atlas, le cadastre napoléonien qui est aquarellé, qui est magnifique et qui souvent, alors déjà donne bien plus de noms que les noms qui ont été conservés déjà maintenant. Alors que ce cadastre-là, déjà il faisait un tri. Parce que même quand on demande, ça je l'ai fait pour certains coins de Moissac, aux gens qui habitaient encore et qui utilisaient le territoire, eh bien figurez-vous qu'ils vous disaient que ah oui, mais ici ils disaient un autrement. Ils avaient aussi un oui, des micro-toponymes qui étaient utilisés et qui n'étaient plus utilisés que de manière orale, parce que non gardés dans le cadastre. Or, comme je vous l'ai dit, certains de ces toponymes, on les a retrouvés dans les cartulaires de l'abbaye de Moissac, ils existaient au moins depuis le XVe siècle. On n'est pas allé chercher plus loin parce qu'on n'a pas de traces écrites. Donc c'est pour dire un peu que, c'est pour ça que moi ça m'a toujours parlé, ma grand-mère m'expliquait ce que ça voulait dire à sa manière, mais c'est des choses qui restent des gens qui ont respiré là et qui ont travaillé et qui ont fait quelque chose, et ça s'est transmis oralement pendant presque un millénaire. Donc c'est quand même... moi ça me parle, voilà. Je ne peux pas dire mieux. Et puis après, ben, on peut des fois rêver aussi sur certains noms parce ils vont avoir une sonorité. Quand j'étais petit, en dessous de chez moi, en dessous de chez ma grand-mère, il y a un endroit qui s'appelle Trigodinna. Il tarde à manger. Ça veut dire que c'était un endroit où on allait travailler, on était loin. Donc pour apporter à manger, pour apporter la soupe, quand les femmes apportaient la soupe, c'était loin. Mais rien que ça, quand j'étais gosse et que je connaissais quelques mots, mais je ne savais pas la langue parfaitement, rien que le nom, Trigodinna, ben pour moi, ça avait la même valeur que quand sur les cartes de l'école de la République, je trouvais Tombouctou. Voilà, pour moi, c'est ce que ça déclenche chez moi, ce genre de mots. Pour ça, je suis content de partager. Oui, mais exactement, tout à fait, comme les ritournelles dans les chansons. Ouais. Ou les riuchi-uchi, ou des mots comme ça, on n'est pas loin presque de l'onomatopée, d'une parole magique, quoi, qui colle au... Charot, de toute façon, c'est un mot onomatopéique, ça désigne le bruit que fait un liquide qui bouge, quoi. Tout à l'heure, j'ai donné quelques éléments, mais c'est vrai qu'on va retrouver forcément dans les noms de lieux des éléments liés à l'eau, vous l'avez compris, au relief, à la nature du sol, par exemple. Et l'eau, elle est forcément très très présente dans toutes les communes. On prend les toponymes dans une commune, il y a forcément... Et là, vous en avez un autre, c'est la Gourgo. Alors, dans la manière de parler dans l'Agenais, là, dans l'occitan languedocien agenais, alors normalement une gourgo, dans tout l'espace occitan, c'est compris comme un trou d'eau. Ce qui est passé en français sous le mot gour. Un gour, vous le trouvez dans le dictionnaire français, mais c'est un mot d'origine occitane. Alors à la rigueur, ils vous mettront ancien provençal, ils vous mettront, avec le petit doigt levé. C'était la manière de donner. Et donc voilà, ça désigne un endroit où il y a de l'eau, en tout cas à certains moments, en grande abondance. Et par ici, pour avoir travaillé sur les moulins, ça désigne aussi le bief. C'est-à-dire l'endroit qui va se remplir avant que le moulin, parce que des biefs un peu particuliers, pas des biefs qui sont toujours en eau, des biefs où il faut attendre que le moulin du dessus est moulu, lâcher son eau, le moulin du dessous a rempli son bief, il va travailler et après ce sera au moulin d'après. Parce qu'il y avait, on ne l'imagine pas, mais il y avait la moindre rivière avait des micro-moulins, des tout petits moulins, pas les gros moulins tels qu'on voit maintenant. Il pouvait y avoir des moulins encore à une époque en bois, tout le cadre était en bois, il y avait juste la meule qui était en pierre et très peu d'éléments métalliques. Et donc la gourgo, ça désigne ce qu'on appellerait le bief qui va se remplir en eau et va lâcher son eau de façon forte. Mais ici, on va y passer tout à l'heure,
ça peut désigner aussi un endroit justement où il y a de l'eau tout le temps en permanence, avec des moments où ça, voilà, ça ressort. Et ça corrobore tout ce qu'on a vu, vous savez, Rigalou, on a vu tout à l'heure Charlotte. Donc il y a quand même, si on regarde en plus les microtoponymes, on a sur un endroit précis beaucoup de choses liées à l'eau et à une eau très présente, quoique en grande partie souterraine. Parce qu'on n'est pas en zone karstique ici au sens strict, mais il y a quand même des réseaux souterrains très importants, et c'est ce qui a fait que les hommes ont pu s'y installer de façon... voilà, la Gourgo. Ouais. Alors Roubi, alors métairie, ça c'est un mot français qui est arrivé en français, parce qu'il y avait d'autres manières de le dire en occitan, mais en plus par ici, ce n'était pas forcément des métairies à l'époque où le mot est arrivé. Donc il est arrivé du coup en français, il désignait un usage qui est arrivé par la France, entre guillemets. Par contre, Roubi, alors, c'est tout simplement la forme occitane de Robin, qui est un diminutif de Robert. Voilà. Alors Roubi, tout simplement, il y avait une personne prénommée Robert Roubi, diminutif. À savoir que les noms de personnes, donc ils se retrouvent beaucoup dans les noms de lieux, mais il faut savoir que, disons, les noms qu'on appelle nous de famille, ceux auxquels vous êtes accoutumés, le patronyme, ils arrivent aux alentours de l'an 1000 seulement. Jusque-là, les gens, ils ont simplement leur prénom de baptême, c'est ça qui compte, c'est l'Église, et c'est le nom de baptême. Sauf que l'Église se retrouve avec les héritages à gérer, les donations, etc., avec un tas de paparasses où il y a des Tsan, Jean, des Roubert, pourquoi pas, des Andriou, et à comment faire le tri. Donc on a décidé d'utiliser, les gens le faisaient déjà, le tri, ils avaient un surnom, Andriou del Bosch, c'est pas le même que Andriou del Pum. Celui du bois, c'est pas le même que celui du pont. Donc ça a donné les noms de famille qu'on connaît, du bois, du pont ou du poun en occitan, ou del Bosch qui existe encore aussi sous cette forme-là en occitan. Et l'Église a décidé de les fossiliser, c'est-à-dire les garder comme nom de famille qui se transmettaient après de famille en famille. Et du coup, on en retrouve un peu partout, mais ils sont rarement originaux. Ça va tourner autour de Jean, André, comme je disais, Robert, enfin des choses très basiques. On ne sera pas dans des prénoms. Et souvent avec des diminutifs. Voilà, parce que l'usage fait que, même quand on appelle quelqu'un par son prénom, on l'appelle rarement par son prénom tel quel. On va le couper ou le transformer. Moi, je m'appelle Frédéric. Mon grand-père aimait m'appeler Friquette. Voilà, il avait pris le FR, un friquet petit. Alors il se trouve qu'en français, le moineau friquet, ça existe, c'est un petit moineau qui n'arrête pas de bouger. Donc, moi, ça me plaisait beaucoup. Et ça va se retrouver. Alors, je ne sais pas si on va en trouver, non, on n'en trouvera pas sur la suite de la balade, mais il y a beaucoup de prénoms qui sont coupés différemment en français. En français, quand on coupe à la fin. Par exemple, je vais vous le donner avec quelque chose qui n'est pas un prénom qui me vient à l'idée, cinématographe. Ça devient cinéma, puis ça devient ciné. On coupe à la fin. En occitan, un peu comme dans les diminutifs espagnols ou italiens, on coupe au début. Par exemple, quelqu'un qui s'appelle Joséphine, ça va devenir Fine. On va trouver ça on coupe le José. Par exemple, sur la commune, on a un lieu dit, c'est Mondou. Ah voilà, alors ça c'est tout. Voilà, celui-là il est bon, bonne pioche. C'est Raymond. Ramundou, c'est le petit Raymond, et du coup, comme je vous disais, on fait tomber le devant, Mundu, et ça veut dire petit Raymond. C'est pas loin de chez toi, Jacques. Voilà. Et là, ça, on le ouais. Ça, on le sait, parce que moi, j'avais un copain qu'on appelait comme ça encore au collège, au lycée à Cahors, Mundu. Voilà. On peut partir par là. Ouais. Et c'était pas qu'il était petit, c'est que son père s'appelait aussi Raymond, et forcément, celui c'était le grand. Et lui, c'était le petit. J'avais pas vu, il y a un usage pompier là, donc c'est que ça doit être. Donc effectivement, mais la source, c'est bien, ça corrobore que c'est quelque chose qui doit avoir de l'eau. Oui, c'est une eau qui a été analysée il n'y a pas longtemps, qui est potable. Mon père ne boit que ça là, table, il ne boit jamais l'eau du robinet. Et il y a plein d'autres personnes aux alentours qui viennent chercher l'eau ici. Même de Mérignac. De Mérignac, ouais. Qui viennent chercher. Ouais. C'est vrai. Il m'arrive aussi de venir en chercher quand l'eau du robinet est vraiment un goût trop prononcé de chlore. Voilà. Elle est bien meilleure ici, oui. Mais après, on peut avoir des mauvaises surprises. Chez mes parents, il y avait à peu près l'équivalent. Alors là, pour le coup, une source karstique, c'est-à-dire que ça ressortait
Ça venait de très très loin, ça ressort juste en bas. D'ailleurs, le lieu-dit s'appelle celui de la Foune, au-dessus de la source. La Foune en occitan, c'est jamais ou pratiquement jamais à l'origine la fontaine, comme en français. C'est la source. Sinon, quand c'est une fontaine, c'est-à-dire aménagée, et particulièrement en ville, on appelle ça un griffoul. C'est à rapprocher de grifo en espagnol qui désigne les griffons, les dragons qu'on mettait, les robinets, voilà. On en voit encore des vieilles fontaines comme ça, décorées avec une sorte de dragon qui a été coulé dans le bronze ou dans le métal, là, et c'est le griffoul. Et la Foune, maintenant, après, si vous avez un endroit qui s'appelle la Foune Bastide, ça dit bien justement, il y avait une source et on l'a aménagée, on l'a bâtie, quoi. Voilà. Et donc chez mes parents, ben, ils faisaient la même chose, ils allaient chercher l'eau jusqu'à il y a 10 ans. Et puis il y a eu une intoxication tout d'un coup, et on s'est aperçu qu'en fait, c'est là qu'ils ont eu une idée d'où venait l'eau. Très très loin, un endroit où il y avait des infiltrations, ben, il y avait une grosse concentration d'élevage porcin. Et quand on a fait les analyses, oui, ils ont bien vu qu'il y avait un problème, et donc maintenant elle est plus potable, alors que c'est une eau pendant des siècles pour le coup, là tout le monde allait chercher cette eau là et elle avait un goût. Moi je serais capable de la reconnaître, maintenant j'ai plus envie de la boire. Voilà, donc oui, dans un autre goût. Mais c'est vrai que c'est des usages de l'eau. Les endroits, vous voyez des endroits, dans certains endroits, même quand on ne connaît pas, il y a des gens, même au bord de la route, il y a de l'eau, et puis ils continuent à venir la chercher là. On voit des gens qui arrivent avec des bouteilles en plastique ou même des jerrycans. C'est pas simplement... Alors, après, il peut y avoir autre chose de bien plus loin. Il peut y avoir des croyances qui... Alors là, je ne rentre pas là-dedans parce qu'on n'est même plus dans la poésie, on est dans de la longue durée, c'est-à-dire des choses qui sont antérieures au christianisme et qui continuent vis-à-vis des sources. Et les gens font une espèce de goubi-boulga, de mélange comme ça, de syncrétisme, on va dire c'est mieux syncrétisme quand même. Et il y a une espèce de vénération pour cette eau, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et on continue à aller la prendre. Il y a beaucoup d'endroits comme ça en Dordogne que je connais, où il y a une source qui est liée à la Sainte Vierge. Mais la Sainte Vierge, c'est certainement, comment dire, une christianisation d'une déesse plus ancienne qui a été... Ça, vous le trouvez partout dans les légendes. Les légendes où on explique pourquoi on a construit une chapelle romane en particulier, c'est lié souvent à la découverte d'une statue. Alors, sous des cailloux ou dans une grotte, donc on est lié à la grotte et on est lié à l'eau, très très souvent. C'est souvent découvert aussi par un taureau, dans certains taureaux blancs, donc c'est lié à des cultes, voilà. Et ça signe en fait des cultes, on pense d'un point de vue ethnologique, plus anciens que le christianisme, qui sont des cultes à la terre et à l'eau qui viennent de dessous la terre. Et après, dessus s'y est mis la Sainte Vierge, mais qui finalement n'est pas non plus complètement à côté, parce que c'est la naissance, c'est la... Vous en avez un exemple formidable à Villeneuve. Quand vous passez à Villeneuve, c'est le pont, le pont de Villeneuve à l'origine, le Pont des Ciutats, vous avez une chapelle, une petite chapelle qui est en décrochage et qui est au-dessus, qui s'appelle la Capelle des Quatre des Pum. La chapelle du bout du pont, qui est là bien avant qu'il y ait le pont, qui est là bien avant qu'il y ait même la Bastide. Et en fait, ça raconte l'histoire des bateliers qui ne pouvaient plus placer, l'eau s'arrêtait, comme si le temps s'arrêtait. Et il a fallu qu'un batelier qui ne savait pas nager à l'époque, c'est pour ça que dans la légende, c'est encore plus... Nous, on le voit comme si, bon, forcément, un batelier sait nager, non, plonge 3 fois et revienne avec l'image. Et dans certains contes, c'est même pas dit forcément la Vierge, l'image de la femme avec l'enfant. Donc voilà, il y a une espèce de... Et donc à partir du moment où on revient avec l'image de la Vierge, allez, le monde est renoué, ça repart, l'eau peut continuer, et la Vierge, on veut la mettre à Aix, et elle revient toute seule au bord du Lot, au bord du pont. Et ce qui est très joli, on a gardé quand même quelque chose dans cette chapelle, c'est qu'elle s'avance au-dessus de l'eau. Elle continue à être liée avec vraiment l'histoire de l'endroit. Et si vous regardez, vous le verrez quand vous êtes... je ne sais pas qui a eu cette idée, mais ils y ont mis quelque chose en haut. Il y a la Sainte Vierge, il y a la statue, mais il y a une sorte de girouette. Je ne sais pas si c'est une girouette, je ne pense pas qu'elle tourne. Et c'est un dragon qui est. Donc on est tout à fait au lien qu'il y a autrefois et le drac, c'est-à-dire les forces de l'eau qui ne sont pas que des forces mauvaises. Donc on a
dans un résumé, une légende, en tout cas une croyance antérieure, qui est christianisée et qui continue sa vie en étant un surplomb au-dessus de l'eau. C'est dommage, je ne connais pas de légende par ici, sinon j'en aurais. Peut-être que certains les connaissent. On pourrait demander, oui, s'il y a des gens qui connaissent des légendes, oui, tout à fait. Ah oui. Bon, là, vous avez une hypothèse peut-être sur le nom de lieu, là, parce qu'il est assez... non? Personne ne va oser se... Voilà, il y a Jean. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est la forme, ça s'écrit en occitan classique J-O-A-N. Il y a des endroits où ça va se dire Juan, Swan, parce que le Dieu, alors le Dieu en occitan, il peut faire Dze, Dje, Xe, Xe, enfin bon, ça... Mais c'est la manière dont est la diphtongue à l'intérieur, étymologiquement, c'est Juan. Mais dans la plupart des endroits ici, on dit Tsan, on bouffe le haut. Ce qui fait dire aux gens qui s'intéressent à la langue que le languedocien de la Genée est un languedocien feignant. C'est-à-dire quand il y a une triphtongue, on fait une diphtongue. Exemple, une bio, ça c'est comme ça que disait ma grand-mère pour dire un bœuf. C'est pour ça qu'après en anglais, ça ne me gênait pas les triphtongues. Ici, ça devient une béo. Voilà, on fait une... Et quand il y a une diphtongue, on va en faire une comme Juan, ça va donner Tsan ou Jan, ça dépend la prononciation. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Jan, il y a Hot, Janot, mais ce qui est intéressant, c'est le IS. Alors ça, c'est dans la langue orale parlée, c'est une manière de faire savant, de dire chez les Janots. Janoutis, c'est un pluriel un peu, parce qu'on pourrait avoir Janots, mais Janoutis, c'est voilà, chez les Janots. Alors, est-ce que c'était le nom de la famille? Est-ce que c'était le sobriquet de cette famille? Ça, pour savoir ça, on peut... Et ça, des noms, vous allez en avoir plein. Là, si je prends on a vu Ruby tout à l'heure, mais on en trouvera des tas d'autres autour, quoi. Donc, ce n'est pas que des grandes choses ou des choses très où on peut parler des genévriers et des dieux assyriens. C'est aussi des choses absolument de tous les jours. Mais c'était vraiment... ça se perd, ça. C'est-à-dire quelqu'un qui vivait là, je ne veux pas dire forcément un paysan, mais quelqu'un qui avait tout ça dans sa boîte là, depuis la jeunesse, il y a une manière de vivre le paysage qu'on n'est plus capable de vivre aujourd'hui parce qu'on passe par tout ça. C'est-à-dire, on parle de carte mentale. Je l'ai vécu, la dernière fois où je l'ai vécu avec des enfants, c'était un petit que j'avais dans ma classe, en classe bilingue à peine d'Agenais, où j'enseignais en occitan. Un petit Lapey Sounir, ça c'est joli ce nom, Lapey Sounir. Et on fait une sortie, on prépare une sortie, et alors les enfants étaient sur la carte, on voyait les noms de lieux. Et il vient me voir, il dit, mestre, mais sei pensat, c'est pas jatal que calfa. J'ai pensé, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Nous scalana alla de beso, perché alla de beso cal passa lupune. Et donc il avait dans sa tête il avait le pays. Ça, je pense qu'actuellement, on n'a pas, je ne veux pas dire qu'on est plus idiot, mais on n'a pas cette manière-là de percevoir Et c'était un enfant qui était passionné par les oiseaux, enfin il avait tout, lui, vraiment, il vivait dans une espèce d'osmose avec ce qui était le pays de son père. Qu'est-ce qu'il disait en patois? En patois, il disait, mais c'est pas comme ça que je me suis pensé, mais ça, il pensat, c'est du français d'ici, hein, je me suis pensé. C'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut aller à la Devèze, c'est-à-dire c'est un lieu qui n'est même pas sur la carte, mais lui, il sait où c'est, parce qu'il y a une palanque, il y a une petite passerelle, on va passer. Donc en fait, il nous indiquait un endroit depuis l'école où on avait gagné énormément, parce qu'il avait toute cette zone, mais plus que cette zone, quand on l'interrogeait sur des endroits autres qui étaient des terrains des voisins, il savait, il avait ça. Pourtant, le papa n'était pas chasseur, mais c'était inscrit, c'était vraiment en discutant avec la grand-mère, en entendant parler il faudra qu'on aille là où je suis passé par là, j'ai vu le voisin qui était en train de faire son maïs. Donc il avait toute cette... Et là, on n'est pas loin de ce qui a donné lieu à tous ces noms-là. Et ça nécessairement, ça va se perdre parce qu'on a, même nous, si on y habite, combien on est à vraiment se promener régulièrement, à connaître les gens, voilà, c'est plus...
On trouve des gens qu'on appelle des piétons de ville, mais des piétons maintenant de la campagne. On fait de la randonnée, comme on disait tout à l'heure, voilà, on marche comme ça. On ne regarde pas forcément, on ne prend pas forcément le temps de discuter avec les gens qu'on va rencontrer. Voilà, on ne voit pas. Non, mais c'est vrai. On marche, c'est ça. Alors c'est important aussi, mais moi j'ai toujours aimé prendre mon temps quand je marchais. Donc voilà, ça fait partie des plaisirs. Et ces noms, alors après vous en avez des... Ce mot « is », vous allez, enfin, c'est pas diminutif, mais ce suffixe, vous allez le retrouver dans d'autres noms de... Voilà, au martis, voilà. C'est un pluriel. Mais martis encore, ça peut être logique au sens où martis, c'est Martin, et on met le S. Mais là, il y a le IS, c'est Janot. Normalement, au pluriel, ça ferait as Janots. Mais Janotis, c'est... voilà, et on le trouve dans pas mal de noms de lieux comme ça. Ça pose là, ça, vous voyez, on était fiers de la propriété, sans pouvoir en dire davantage. Il y a quelqu'un qui avait une question tout à l'heure, Dalila, que vous voulez la poser, sur les dragons. Oui, jusqu'à présent, à chaque fois que j'ai entendu parler des dragons, dans le christianisme, ça représente le mal. Oui. Et le lien avec les dragons et l'eau. Alors voilà, parce que nous, on a perdu le lien de notre propre culture aux dragons. On est dans les dragons qu'on a vus dans les contes ou dans des choses liées à l'air et au feu. Mais dans notre région, je ne veux pas l'appeler Occitane parce qu'on ne sait pas si ce n'était pas plus ancien, ils sont liés à l'eau. Ils sont énormément liés à l'eau et aux eaux dessous la terre. En plus, on ne les appelle pas toujours un dragon, au sens vraiment comme on le dit en français, on parle de drac. Et le drac, ça peut être aussi bien une personne comme vous et moi, qui prend cette apparence-là. Le drac, pour dire, c'est « es lo figlio del diable ». Del diable, si je dois dire comme dit ma grand-mère. C'est le fils du diable. C'est-à-dire le diable, alors ça c'est antérieur au christianisme. C'est des esprits malfaisants qui vivent sur terre et qui se reproduisent avec des filles normales. Et ils ont des enfants. Los dracus. Et ça, les dracus, ils sont l'équivalent dans les contes plutôt des farfadets ou autres. Ils peuvent être très méchants, mais ils peuvent être très couillons. Ils font des bêtises, ils mettent le désordre, ils donnent des gifles dans la nuit. Enfin, c'est des choses un peu de cet ordre-là. Mais l'Oudrac, qui désigne une espèce d'entité comme ça, pas très claire, il peut avoir, et il est lié à l'eau, et il peut avoir dans certains cas une apparence de dragon. Voilà. Mais il y en a un second, parce qu'on n'est pas loin de la zone Périgorde, ici, et on a le culobre. Alors là, c'est lié quand même, hein. C'est le culobre, comme son nom l'indique, ça désigne une espèce d'animal qui vit sous l'eau, ou qui est lié pareil à l'eau, et aussi aux cavernes, aux roches. Vous en avez un très célèbre, c'est celui de... Bon, il y a deux célèbres. Il y a celui qui vivait à Périgueux, et que Saint-Froun a chassé. Et donc, voilà, on lui a dédié une église, et c'est l'église mère de Périgueux, parce qu'il a chassé le culobre, qui, pareil, empêchait les bateaux d'avancer, faisait chavirer les mariniers, dévorer des jeunes filles sur le bord. Là, on en retrouve d'autres légendes. Et il y en a un, sinon, c'est à la Linde, al Sau de la Gratus, ça s'appelle. C'est un endroit sur la Dordogne où tout d'un coup il y a des rapides. Donc pour les mariniers, c'était un endroit avec des barques à fond, enfin des gabarres à fond plat. C'était pas évident, plein à charger à mort. Hein. Et donc on racontait que s'il y avait un problème, etc., c'est la faute del drac ou de la faute del culobre. Voilà. Et je crois même qu'il y en a un endroit qui s'appelle, au Sau de la Gratus, juste à côté, il y a le trou du drac. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a deux noms, mais que c'est la même entité. Et il se trouve que tout ce qui est serpent, tout ce qui est sous l'eau, tout ce qui est sous terre, dans les sociétés antérieures au christianisme, et même dans le christianisme, ce n'est pas si simple que ça, parce que tout symbole, il est ambivalent. Mais dans les sociétés antérieures au christianisme, c'est une symbolique de connaissance, le serpent. Savoir les secrets, c'est lui qui parle le langage des animaux, c'est lui qui peut dire aux bergers le langage des animaux. Il y a des tas de légendes comme ça. Et en même temps, il est symbole de renaissance, puisqu'il va se cacher sous terre et il ressort au printemps. Donc, si vous allez à Duravel, pour finir avec comment l'église, c'est pas forcément de la récupération. À l'église de Duravel, vous avez une crypte, donc romane, très ancienne, et vous avez un pilier, un magnifique pilier, où vous avez un pan qui est sculpté en haut,
Alors c'est la vie éternelle, le pain, c'est la résurrection, c'est la transformation du végétal en animal, en oiseau, puisqu'on a un jeu sur les palmettes qui font la roue du pain. Enfin, c'est vraiment magnifique, même si c'est fruste comme travail. Et en bas, sur le pied de la colonne, vous avez un serpent. Et ce serpent, il est entouré, il ne fait pas parfaitement un 8, mais enfin bon, pratiquement c'est ça. Alors bien sûr, il est en bas, et l'oiseau est en haut. Mais s'il n'y avait pas ce serpent, il n'y a pas la colonne, il n'y a pas l'arbre de vie. Et donc, il n'y a pas les fleurs, il n'y a pas tout ce qui fait que dans ces sociétés-là, et même pour le christianisme, ce n'est pas forcément le mal. Mais après, il faut aller chercher dans l'interprétation, dans les légendes, dans les contes. Et c'est comme le lion. Le lion, il peut être mauvais. Si vous le trouvez dans des églises romanes, vous allez le trouver. Ça dépend s'il est à gauche. Ça dépend qu'est-ce qu'il est en train de faire. Ça peut être un lion donc mauvais. Je donne un exemple. Si vous allez à Moissac, vous êtes devant le porche d'entrée de Moissac, vous avez des lions sur la colonne qui est dessus, qui sont croisés comme ça, qui montent. C'est des mâles et des femelles. Donc c'est croisé et multiplié. Elle monte et juste au-dessus, vous avez le Christ. Or le Christ, quand on lit l'Ancien Testament, on l'identifie comme celui qu'on appelle un lion viendra de la tribu de Juda. Donc voilà, il y a le lion positif qui mène au Christ. Et juste à gauche, vous avez Saint-Pierre qui se tord comme ça, qui a ses clés là pour vous dire de rentrer. Et il est sur il trépigne un lion qui est complètement tordu et qui là représente la force brute. Voilà, 2 lions, l'un à gauche néfaste, l'autre central qui monte au Christ positif. Donc c'est très très compliqué. Et en tout cas, ça n'a rien à voir avec les peurs qu'on a pu nous apprendre du serpent qui peut piquer, c'est bien plus compliqué que ça en tout cas dans les cultures traditionnelles dont on a perdu c'est les légendes où il y a un jeune berger, un garçon, excusez les filles, mais c'est vrai que c'est très centré sur les mâles. Hein. Les filles, on ne parle même pas du fait qu'elles peuvent apprendre. Hein. Et là, c'est des garçons tout le temps, bergers, alors que c'était souvent des bergères dans la réalité. Et donc, il sauve un serpent du feu, justement, et le serpent va l'amener dans son antre et va lui apprendre le secret du langage des animaux. Et du coup, le garçon a grandi, il est devenu homme et il sait écouter les bruits de la nature, il sait comprendre. Voilà, c'est une symbolique de cet ordre-là, mais tout est arrivé par le serpent. Il y a même une légende qui dit que c'est pour ça que les bergers en sculptent sur leur bâton. C'est pour rappeler que le bâton qu'ils ont mis au milieu du feu pour que la vipère puisse sortir du feu et soit sauvée. Donc voilà. On ne ferait pas des contes comme ça si le serpent n'avait qu'un côté négatif. Mais le serpent, le dragon, est aussi célébré dans d'autres ailleurs, je pense à la Chine. Voilà, oui, tout à fait. Mais de toute façon, mais ils existent c'est antérieur même aux religions qu'on connaît maintenant. De toute façon, y compris au paradis, c'est le serpent qui est entouré autour de l'arbre de la connaissance. C'est pas simplement qu'il est mauvais, ça représente les croyances antérieures. Et Adam et Ève, c'est pareil, si vous discutez avec un curé qui a appris, il vous dira que ce n'est pas simplement parce que c'est le serpent et que les méchants. Non, c'est parce qu'ils ont écouté les dieux anciens. Et c'est pire. Et c'est pire que tout le reste. Voilà. Bon, merci. Est-ce qu'on peut continuer? Oui, on va continuer. Oui, allez. Frédéric, ouais. On ne va peut-être pas rester trop longtemps parce qu'il y a beaucoup de soleil, voilà, mais il y a ce panneau ici, oui. Al Marmier. Voilà. À Marmier. Alors là, ça pose un problème à celui qui s'intéresse au nom de lieu parce que Marme, c'est le marbre. Bon, ici du marbre. Par contre, Marmier, c'est un nom très répandu dans le coin. Et quand on a à Marmier, ça veut dire chez Marmier. Voilà. Parce que nous, on a un champ, un pré, on dit à la marmière. Ah, ben alors. Et c'est le champ et le pré. Alors récemment, comme il est au féminin, donc ça pourrait être que c'est pas du marbre, mais que c'est peut-être de la pierre particulière. Est-ce qu'il n'y aurait pas de quoi faire pas forcément, mais je vais y arriver, des meules. Parce qu'il peut arriver qu'on appelle marbre des choses qui ne sont pas dures, mais ça veut dire de la pierre un peu dure, la marmière. Ça, c'est à vérifier, parce que ça pourrait être effectivement un endroit où on pouvait extraire de la pierre à meule. Ah oui, j'avais pas pensé à cette parce que à Marmier comme ça, mais ça peut être aussi de la propriété de Marmier.
C'est ça qui est embêtant, c'est que c'est pour ça qu'il faudra aller voir ou voir des choses que l'on sait sur le coin ou demander aux gens pour se rendre compte. Parce que marmier, c'est un nom vraiment très répandu par ici, quoi. Mais c'est bon, on n'a pas parlé de ça, mais il y avait toute une mise en valeur, oui, de la roche qui nous paraît la même à nous, et on l'utilisait en fonction de ce dont on avait besoin, quoi. Y compris pour faire mettre dans les fours à chaud, d'autres pour faire des meules, quand elle est quand même plus dure avec du silex dedans, etc. Voilà. Ah mais oui, il y avait, oui, c'est démoli maintenant, mais il y avait des pierres. Ah, oui, donc, il y avait bon. une mare, et plus loin, oui, il y avait une autre petite maison. Alors est-ce que c'était... Parce que souvent, il y avait des espèces de veines, c'était pas forcément des vraies mines, mais on utilisait ça tant que la veine pouvait donner et qu'on pouvait utiliser le local et le développement durable, c'est pas nous qui l'avons inventé, il fallait se servir sur ce qu'il y avait. Et quand on regarde comment c'était encore au 19e, c'est impressionnant comment on mettait en valeur vraiment en fonction de tout ce qu'on avait sous la main. Si vous allez dans la vallée, quand vous voyez, il faut être curieux aussi, voir ces vieilles maisons qui sont encore faites en tapis, c'est-à-dire en terre. C'est pas des briques, hein, c'est un bancher là, qui était monté comme ça. Il faut voir, ça c'est un matériau composite de première et génial. Le seul problème, c'est quand il y a l'eau qui fouille à la base. J'ai vu, moi, on me l'a montré, je ne l'ai pas vu tomber, mais chez un voisin, là, un mur d'une vieille grange est tombé d'un coup, comme ça, parce qu'il avait été fouillé par une source qui était ressortie. Et le mur n'est pas cassé, c'est-à-dire le mur est tombé comme ça. Par contre, le mur en parpaing qu'il y avait en face du hangar, il est explosé. Voilà. Donc cherchez le bon matériau. Frédéric, Oui. est-ce que tu pourrais nous faire quelques commentaires sur le dernier panneau du circuit? Alors celui-là, il est embêtant aussi, il résiste. Alors, Salassou, ça peut être construit sur salle. La salle, c'est un vieil occitan qui vient du germanique, qui désigne une demeure seigneuriale, pas forcément un grand machin, hein, c'est un petit seigneur qui a un logis seigneurial. Et Salas, ça serait l'augmentatif, et Salassou, un diminutif et un augmentatif. Ça ne paraît pas crédible. Ça pourrait être tout simplement Salos. Salos, c'est un nom de... j'ai beaucoup d'amis qui s'appellent Salos, c'est un nom de famille. Et Salassou, si jamais il y a un Sal quelque part, s'il y a une partie de la famille qui va ailleurs, ou une autre partie de la propriété, on met souvent un diminutif. Ça, c'est... Voilà ce qu'on peut dire sur ce... Mais rien à voir avec le sel, par contre. Il y a la commune de Salles. Oui, mais ça peut être quelqu'un, mais tout ça, qui n'est pas loin. Voilà, qui vient de Salles, tout simplement. Une Salassou, c'est quelqu'un de Salles. Voilà. Ça date de longtemps, là. Voilà, oui. Alors, je sais, on a entamé en parallèle un travail dans lequel François est impliqué. On est allé voir les habitants de la commune pour leur demander de nous parler du nom de leur maison. Ah, mais ça, c'est bien. Donc on a commencé à travailler sur cette partie de la commune. Alors ce qui est très intéressant, ça c'est toi François qui l'as entendu ce témoignage, mais c'est l'interprétation des gens qui habitent à Salassou. Mais ça, moi, je le revendique aussi. Alors qu'est-ce qu'ils disent, François? Alors, on nous a dit que c'était sens dessus-dessous. Oui. Dans le même ordre, on faisait un peu le même travail sur Moissac, donc, et il y avait un vieux lieu-dit qui n'existait plus sur le cadastre, qu'ils avaient remis, donc, et ça s'appelait Crous, croix là, Delcune. Alors Delcune, c'était écrit D'-E-L-C-U-N. Alors Elquin, ouais, mais ça me dit, ça doit être un nom ancien, ça doit être là. Tout simplement, quand on allait à l'endroit, vous avez deux chemins qui se rejoignent et vous avez une pointe comme ça, c'est la Crous d'Elcune, c'est un coin tout simplement. Voilà. Mais ça avait été mal coupé et les gens disaient, mais si, mais il y a dû y avoir quelqu'un qui s'appelait Elquin, ça devait... Je ne sais pas si c'est pas quelqu'un, alors je ne sais pas s'il avait été à l'école, il avait peut-être... alcuin dans l'oreille, enfin voilà, du coup c'était mal coupé, il était parti sur une légende, mais ça c'est vachement intéressant, en classe on le faisait aussi pour faire écrire les enfants, pour imaginer pourquoi ça s'appelle comme ça, il y a beaucoup de contes comme ça. Mais c'était après de Saint-Pastour, c'est toi qui m'avais dit, tu sais qu'il y a
un lieu-dit qui s'appelle l'Homme mort. Ah oui, alors ça, ah ben, moi j'imaginais. alors il y a un deux Moi, trucs. il m'avait dit que ça pouvait... Mais c'est pas ça pouvait. Là, c'est pratiquement sûr. Il y a deux trucs très courants, des noms qui existent partout. C'est l'homme mort et ça va me revenir l'autre en parlant de oui et Bel Air. Ah oui. Alors, on va commencer par Bel Air. Bel Air, vous allez le voir écrit avec AIR. Alors on vous dit oui, c'est ce que c'est beau, etc. Bon, quand c'est dans un coin comme ça, là, vous dites bon, ouais, déjà ça. Et en fait, quand on regarde justement, c'est pour ça que c'est important les textes, vous voyez que Bel Air, vous avez les orthographes avec Bel Air, avec écrit R, AIR, mais avec un H devant. Or, ce H, vous le retrouvez dans les formes pour désigner, quand on francise, un mot latin qui est eremus, qui veut dire le désert, l'endroit, la friche, l'endroit perdu. Et c'est tout simplement la belle ou la grande, parce que belle, en occitan, c'est grand. Donc Bel Air, c'est tout simplement la grande friche, c'est-à-dire la grande saloperie, quoi. C'est pas très... en fait, ça n'a pas... Mais maintenant, les gens l'écrivent de plus en plus en Bel Air à AIR. Et alors, celui qu'on disait, l'homme mort, il y en a beaucoup, hein. Pas loin de chez nous, il y en a aussi la cambo. La cambo dell'homme. Mais ce n'est pas la cambo dell'homme, c'est la cambo dell'ume. C'est l'orme. Et les ormes, il y en avait beaucoup plus. Ils ont une maladie maintenant, mais ils servaient beaucoup de repères. Il y a des maisons, beaucoup en avaient aussi autour avec l'allée d'ormes, etc. En Garonne, vous savez, ces espèces de trucs qu'ils faisaient où ils levaient, qu'ils appellent ça des tapes. Ils montent la terre, des mattes aussi. Ils montent la terre parce qu'ils savaient qu'il y avait des inondations. Et donc, on mettait la propriété là-dessus. On pouvait y monter les vaches si jamais. Mais tout le tour, en général, c'était fait avec des ormes. Maintenant, c'est mort. Et donc, tous les endroits qui s'appellent hommes, et souvent, et quand on regarde les textes anciens, il y a OU qui devient OM. Ou alors, des fois, H-O-U-M-E. Enfin bon, mais c'est tout simplement, là, ça veut dire l'orme mort. L'orme mort, voilà. Oui, oui. Oui, mais enfin, c'est bien aussi d'imaginer qu'il y a eu un meurtre, c'est pas... Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric. Oh, de rien. C'est magnifique. De rien, il suffit d'appuyer sur le bouton. Non, mais ça me fait plaisir de le partager. Je disais, je ne sais plus à qui ce matin en partant, que l'an dernier, j'étais très content puisque j'ai eu à former des jeunes collègues qui allaient enseigner en classe bilingue. Donc déjà, ça me faisait plaisir parce que voilà, ça continue. Donc classe bilingue, ils apprennent en occitan aux enfants. Mais si on leur apprend que la langue, ça n'a aucun intérêt. Je ne veux pas dire qu'il y a une culture occitane, mais il y a des choses à savoir. Et où aller chercher, et qui aller voir, etc. Exactement, ça s'inscrit. Et ce que je n'avais pas mesuré, c'est qu'en chemin, le grand plaisir, ça a été de leur apprendre des choses que m'avait apprises ma grand-mère, c'est-à-dire du genre une comptine pour quand on s'est blessé, pour les enfants, etc. Ça, c'est des choses qu'elle m'a transmises directement. Voilà, oui. Pel de cabro, pel de cabrit, luteuma les garit. Voilà, c'est des choses comme ça. Et ça, c'est vrai que ça fait pelle des cabres, pelle des cabrites, poil de chèvre, poil de chevreau. Ton mal est guéri, ça ne marche pas bien sûr en français puisque ça rime pas. Et les enfants me disaient que ça marchait bien et j'avais des petits à la maternelle qui n'étaient pas dans ma classe qui venaient me dire « Tu me fais le truc des Occitans parce qu'il paraît que ça va mieux. » Vrai, véritable. Fais-moi le truc, je suis tombé. Paratse. Ni permettaise cubidi tutto lai lengos, tutto lai cars, e mai lus mors che se calerum, e mai lus muts che se calierum. Lu meu silenci, prestit des vostres crits, como piado de muts din lu casal del cos, lu meu silenci s'infinis, a rasis des homes, que ma lengo la teni de cumbiat din la buco des autres. Alors, la traduction, le poème peut se traduire sans trop de mal, mais le problème de passage toujours pareil d'une langue à une autre, c'est que le mot paratse, en français, ça va faire, vous allez trouver lignage. Alors ça correspond en partie, transmission, mais en fait, ça désigne aussi le fait de se sentir à égalité avec les gens qu'on rencontre. Paratse. Paratse, c'est par exemple l'attitude en plein Moyen-Âge des gens de Carcassonne
qui refuse de livrer les hérétiques à l'armée croisée, en disant mais les hérétiques ce sont des cathares, et ils sont considérés comme hérétiques, en fait c'est des chrétiens autrement. Et donc ils disent mais ici on n'a pas d'hérétiques, on a seulement des gens de Carcassonne, des citoyens de Carcassonne. Alors c'est vrai que bien sûr ça résonne avec ce qu'on connaît aujourd'hui, mais voilà des gens au Moyen-Âge qui refusent de livrer des gens sous le prétexte qu'ils sont d'une autre religion et qui mettent en avant le fait que ce sont des concitoyens. Ce sont des gens qui vivent avec eux, point, et ça suffit à les déterminer. Voilà ce que ça veut dire aussi parazze et partage aussi. Ça a aussi un sens de reconnaître l'égalité des autres et de justement d'échanger. J'ai beau me taire, j'invite toutes les langues, toutes les chairs, même les morts qui se sont tus, et même les mots, une fois figés. Mon silence, il est pétri de vos cris, comme l'empreinte des mots dans le jardin des corps. Mon silence, il s'infinit, tout près des hommes. C'est que ma langue, je la tiens d'avoir trempé dans la bouche des autres. Voilà. Je ne vais pas en lire d'autres, ça suffit.